comme beaucoup de constats aujourd'hui, je suis profondément énervée et je trouve ça profondément injuste que les femmes, encore en 2022, n'aient pas accès de la même manière à des postes de haute fonction. Cactus, le podcast qui pique les RH. Est-il possible d'être féministe au travail ? Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2022 et cette date est très spéciale car c'est la journée des droits de la femme. Pour faire honneur à cette journée, nous accueillons pour ce nouvel épisode de Cactus, Lavinia Agawa, conceptrice rédactrice chez Horace et engagée dans le féminisme sur LinkedIn. Bonjour Lavinia, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi Tiffany ? Ça va très bien, merci. Merci d'être là pour répondre à mes questions aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc je vais commencer par une petite question carrière. Comme je l'ai dit dans l'intro, tu es conceptrice rédactrice chez Horace et je voulais savoir si on peut être féministe quand on travaille pour une entreprise qui ne cible que les hommes. C'est une très bonne question et un peu une question piège, mais sans spoiler évidemment, on peut être féministe dans une boîte qui vend du soin pour les hommes et même on doit parce que on fait du soin pour hommes, donc on a besoin d'introduire un petit peu de féminisme dans tout ça. Après, ce que je trouve cool moi chez Horace, mais dans le choix de carrière de manière générale, c'est qu'on choisit, on peut choisir aujourd'hui une boîte aussi en fonction de ses valeurs. En tout cas, ce serait bête de passer à côté. Et quand j'ai vu Horace, quand j'ai envoyé ma candidature, je connaissais un petit peu la marque et je connaissais la démarche qui était d'apporter le soin à tous les hommes. Donc de plus laisser les hommes de côté pour ce qui était du skincare, de prendre soin d'eux. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, plus j'ai intégré le processus de recrutement, plus j'ai été en accord avec les gens que je rencontrais, qui avaient un peu la même vision que moi. J'ai tout de suite parlé de féminisme, tout de suite de mon côté engagé sur LinkedIn, et ça n'a jamais posé de problème. Et aujourd'hui, en fait, je travaille pour une boîte qui me plaît, avec des gens qui ont à peu près la même vision que moi. Donc, je suis totalement en accord avec ça. J'ai pas du tout abandonné mon côté féministe pour Horace. Oui, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Et justement, par rapport à tout ce qui est travail, les postes qu'on a dans les entreprises, je voulais savoir l'accès des femmes pour ces postes de haute fonction. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Comme beaucoup de constats aujourd'hui, je suis profondément énervée et je trouve ça profondément injuste que les femmes, encore en 2022, n'aient pas accès de la même manière à des postes de haute fonction. Aujourd'hui, donc moi je fais partie comme toi de la com, de la communication et plus précisément de la pub. Et je lisais un article aujourd'hui qui disait que 70% des employés d'agences de pub c'était des femmes, mais qu'au poste de pouvoir, toujours des hommes. Et moi c'est pareil, mes études avant j'ai fait l'histoire de l'art. En histoire de l'art, on était 98% de femmes qui étudiaient pour 100% d'hommes qui nous enseignaient l'histoire de l'art. Et en école de com, pareil, on est toutes des filles, on est toutes super talentueuses et dès qu'il y a un prof qui arrive, c'est encore un homme. Et on a une sensation de frustration parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver et qu'il va falloir redoubler d'efforts pour arriver exactement au même stade qu'un homme. Et c'est super compliqué. Faut pas lâcher et il faut aussi rencontrer des personnes qui sont prêtes à nous donner notre chance, à faire changer les choses aussi en 2022. Je pense qu'il y a une espèce de... Tout le monde est très conscient en 2022 que les femmes n'ont pas accès à tout, qu'on avance, qu'on est en train de débloquer certaines choses. On en parle beaucoup. Ouais. Ça manque un chouï d'actes. Ça manque de valorisation de femmes, d'accès à l'éducation beaucoup plus facile, de choses comme ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On n'y est pas encore, on est loin, mais on est sur le bon chemin. Exactement, on est sur le bon chemin. Dans les entreprises, on a affaire à justement des personnes qui sont dans des plus hauts postes. Et donc justement, le management au féminin, est-ce qu'il existe ? J'ai peur de dire une bêtise. Je pense que le management au masculin traditionnel, un peu leadership, il existe pour de vrai et c'est presque tout ce qu'on a connu. Donc on a presque tous connu à un moment donné dans notre vie. Donc je pense que un management féminin pourrait exister. Enfin, si tant est qu'il y ait du féminin quelque part, du masculin quelque part. Si je devais le décrire, mais de manière très personnelle, parce que j'ai été managée par des femmes et parce que j'ai eu cette espèce de management en mon pouvoir sur quelques projets. J'ai senti que, en tout cas, quand j'ai eu des femmes en face de moi, qu'il y avait beaucoup plus de volonté de comprendre ce que je ressentais, d'empathie. Ça veut pas dire
pas de pouvoir de décision ou un mauvais leadership parce que trop empathique ou trop dans l'amitié avec les autres personnes, avec les équipes. Mais je me sentais beaucoup plus à l'aise et de manière générale pour dire ce qui allait, ce qui allait pas à une femme qu'avec un homme. Ouais. Et est-ce que tu savais justement que qu'en 2021, on a eu les constats et que les femmes, encore aujourd'hui, elles gagnent ou elles perdent 16,5% de moins que les hommes sur la même fonction. Donc c'est un chiffre quand même énorme et je voulais savoir quelle était ta réaction. Alors moi je suis révoltée comme un peu toutes les femmes et parce qu'en plus on répète souvent que ça avance, qu'avant c'était 20, qu'avant c'était 30 et en fait personne n'a conscience que à partir du moment où il y a un déséquilibre, qu'il soit de 0,01% ou de 25, il y a un déséquilibre et ça veut dire que notre travail n'est pas reconnu à la même hauteur que celui d'un homme et donc il y a un vrai problème. Et ça m'énerve profondément, surtout que c'est pas un problème isolé, c'est un problème qui est systémique et s'ajoute à ce problème des problèmes de gestion d'argent pour les femmes que n'ont pas les hommes. Les hommes n'ont pas acheté de protection hygiénique, les hommes n'ont pas à se plier, ou en tout cas moins à se plier aux diktats de la société sur leur beauté, donc il faut pas nous on a besoin d'être mince, on a besoin de se maquiller, on a besoin d'acheter des vêtements régulièrement, donc tout cet argent on le dépense, mais on en gagne moins. Donc on se retrouve perdant sur à peu près tous les plans de notre existence. Et pareil, c'est comme un peu comme les questions précédentes, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe, et tout le monde veut mieux faire, mais au moment de signer ton contrat, t'as pas le même salaire. Donc je pense qu'il faut aussi un peu plus d'actes, un peu moins on en parle, on n'est pas d'accord, on va vous soutenir, soutenez. C'est vrai. Il faut aller dans les actes maintenant. Ouais. Une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que toi, à titre personnel, justement, tu as déjà été victime ou alors spectatrice de remarques sexistes au travail ? Oui, je pense qu'il y a peu de femmes qui diront que non, pas du tout. Ou alors, comme beaucoup de femmes, je pense que j'ai dû en être spectatrice, mais peut-être que je m'en rendais pas compte à l'époque, parce que on a tous été éduqués dans un système assez sexiste, où tout était normalisé, donc on se rendait même plus compte pour nous, c'était limite des compliments, alors que c'était totalement déplacé. Mais les trucs qui m'ont vraiment marqué, donc moi j'ai été la victime, il y en a eu 2-3 dans ma vie, mais c'était vraiment plus que choquant, c'était pas juste du systémique un peu cassé, c'était mon premier contrat où j'étais engagée comme vendeuse et le patron m'a dit qu'il m'avait pris parce que j'étais mignonne et que ça ferait venir les clients. Vas-y donc. Et j'étais là, ok, mais je crois que j'avais 16 ans à l'époque. Donc mes parents donc déjà j'étais beaucoup trop jeune pour entendre ce genre de phrase. Et je me suis dit que quelque part peut-être que ça a mis quelque chose en moi et je me suis peut-être dit inconsciemment tout au long de ma carrière qu'il fallait toujours être mignonne ou être bien traitée ou être coquette pour faire bonne impression, pour avoir un contrat. Donc ça je pense que c'est pas top. Et après des remarques, j'ai eu des remarques sur des collègues qui je pense me draguaient ouvertement. Et sans que ce soit des remarques me touchaient, sans que je leur ai donné ma permission, que ce soit sur les épaules, voilà. Ça arrivait plus que fréquemment, pareil au tout début où je commençais à travailler. En fait, plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, au sexisme, à ce qui était systémique autour de moi, plus on se rend compte de ce qui va pas et plus c'est facile de réagir. Donc plus j'avance, moins j'en ai eu, et là ça fait quand même super longtemps que, en tout cas, je crois pas avoir été victime de ça. Mais je pense que au quotidien, je pense qu'on passe à côté encore beaucoup parce qu'on se rend pas compte que c'est du sexisme. Donc j'essaye tous les jours de m'améliorer et de me poser la question si j'ai pas raté quelque chose. Ouais, c'est sûr. Et comme tu l'as dit, je pense que ça arrivait à n'importe quelle femme dans ce monde aujourd'hui d'avoir été victime justement de remarques un petit peu sexistes. Malheureusement. Ouais. Et justement, donc t'es très engagée dans cette cause féministe, et je voulais savoir quel était ton plus gros coup de gueule féministe. Je crois que c'était la question qui pour moi est la plus compliquée parce que je passe beaucoup de temps à m'énerver sur des gens. Alors ça dépend évidemment, j'essaie de faire un maximum de pédagogie, mais je suis vite irritée et comme il y a du sexisme
tout le temps, tout autour de nous, je passe quand même pas mal de temps à dire non, là ça va pas, non, il faut arrêter. Et comme on n'a pas tous le courage et tout le temps le courage de faire de la pédagogie, d'être bienveillante, compréhensible, des fois je m'énerve. Bizarrement, je pense que tout le monde est comme ça. Moi je m'énerve, je fais des gros coups de gueule avec des gens que je connais. Donc les gens avec qui je suis à l'aise, parce que les gens que je connais pas, j'ose pas leur gueuler dessus, et donc je vais essayer d'être plus sympathique et d'essayer de leur faire passer un message. Par contre, quand c'est des gens qui me connaissent, que je connais, et qui m'annoncent un truc horrible, là non, ça passe pas, et là j'ai plus de remords à leur gueuler dessus et à mettre une distance, parce que je sais que ce genre de propos passera pas 2 fois chez moi. Et donc je pense que le dernier truc un peu chaud, je crois que c'était sur LinkedIn. C'était pas vraiment un coup de gueule, parce que du coup c'était un gars que je connaissais pas, mais c'était sur un gars qui a fait un super carrousel. Le carrousel était super bien fait en citant la technique de vente, il appelle ça comme ça, de Simon Lefiev, qui est l'arnaqueur de Tinder sur le. Ah oui. C'est un documentaire, voilà. Le documentaire est sorti il y a pas longtemps sur Netflix sur un arnaqueur qui a arnaqué et menti à des dizaines de femmes, qui l'a détruit psychologiquement et qui leur a extorqué plus de 10 millions entre les dollars, les euros, voilà. Et en fait, je vois de plus en plus de posts le citer parce qu'il a une super technique de vente, une super technique de marketing. En fait, ça devient une anecdote. Le gars, ça devient une anecdote, un mème marrant. Exactement. Et même des marques profondément féministes, profondément engagées, vont se mettre à le citer en disant même c'est un gars, enfin c'est pas un gars marrant, mais c'est un truc marrant, ça vient de Netflix et tout. Et pour moi ça passe pas. Donc le gars, il y a un super carrousel qui était fait dessus, qui expliquait comment il avait extorqué ses filles et comment elles s'étaient fait avoir et comment on pouvait utiliser ces techniques en marketing. J'ai vu passer le carrousel, Donc moi j'ai laissé un commentaire un peu enflammé et en gros encore moi je trouve que j'ai essayé de le structurer j'ai essayé de ne pas être agressive en disant que tout l'argumentaire en soi était bon, mais que l'exemple était mauvais. Et que il sera pas l'impact sera tout aussi fort si on s'inspire d'autres personnes comme ces victimes qui elles aussi ont fait preuve de courage et d'intelligence quelque part, ou alors de n'importe quelle autre personne qui n'a pas fait ça et qui ne vit pas tranquillement sa vie pendant que ses victimes sont criblées de dettes. Donc ça, je pense que c'était mon dernier d'être en plus en ligne. Je suis très forte pour m'énerver en ligne. Donc si vous êtes tenté d'utiliser cet homme comme exemple, s'il vous plaît, ne le faites pas. Même si vous trouvez ça drôle, en fait, c'est pas drôle. Il y a des femmes qui souffrent encore pour ça. Et je trouve que c'est un mauvais message à toutes les femmes du monde que de dire c'est pas grave, il est passé dans la culture populaire, il est drôle, ce gars, on va le citer. Non, en fait, ça marche pas pour moi, ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on pense pas assez à tout le mal qu'il a fait. Après, le documentaire est hyper bien fait par contre. Donc je vous engage à aller le voir et il le défend pas du tout. Il donne même la parole aux victimes et tout, donc c'est super bien. Ok, super. J'ai pas vu le reportage moi sur Netflix, mais je vais le voir. Et je pense, pour développer justement tous ces éléments, toutes ces aspirations, tu as dû te documenter, je pense, pour vraiment t'imprégner de cette cause que tu défends. Et donc, il y a forcément, j'imagine, des femmes qui t'ont inspirée. Est-ce que tu peux m'en citer une qui t'a profondément inspirée ? Tout à fait. Alors, j'en parlais hier. Moi, je cite toujours la même, mais c'est parce que vraiment, pour moi, c'est un exemple c'est la meilleure personne que je voudrais être. C'est Rokhaya Diallo. D'accord. Qui est une journaliste engagée que moi j'ai connue à l'origine parce qu'elle avait lancé il y a déjà quelques années un super podcast qu'elle tourne toujours avec Grace Lee qui s'appelle Kiffe ta race et qui parle des questions liées au racisme et donc aux identités liées à la race. Et comme je suis une femme racisée en partie en tout cas, c'est important pour moi de découvrir cette cause aussi. Enfin, toutes les causes sont liées. Donc si on s'intéresse au féminisme, on va finir par s'intéresser au racisme. Donc il va falloir se documenter. Et donc Rokhaya, elle a lancé un podcast super où elle parle de racisme concrètement, mais avec beaucoup de bienveillance et c'est même des fois drôle. Donc on se sent pas, on n'a pas l'impression qu'on assiste à une conférence un peu lourde sur le racisme. Mais non, c'est vraiment des exemples du quotidien où on essaie de révéler quelque chose. D'accord. Et ce que j'aime beaucoup chez cette journaliste, c'est que elle est souvent invitée dans des plateaux télé
assez sujet à polémique. Donc, ça peut être ou sur BFM ou dans les émissions de Cyril Hanouna. Donc, c'est des émissions où on sait que les gens vont forcément gueuler et on va pas être d'accord tout le temps. Et en fait, à chaque fois, elle y va et à chaque fois, elle fait beaucoup de pédagogie. Elle s'énerve jamais, ce dont je suis profondément incapable. Alors que des fois, on l'attaque personnellement, des fois, on la prend pour porte-parole de toutes les personnes opprimées du monde et du coup, on s'en prend à elle. Et à chaque fois, elle perd pas sa patience du tout. Elle enregistre tout ce qu'elle entend et elle essaye de déconstruire ce qui a été dit dans le but d'essayer de convaincre, en fait. Alors, pas se mentir, quand c'est sur BFM, elle convainc difficilement, mais je me dis qu'elle a le courage d'aller sur ces plateaux, de se faire gueuler dessus pendant des heures, de se faire gueuler dessus et de répondre avec un grand sourire en disant on a des arguments, tout ce que vous avez dit ne tient pas debout et je vais vous expliquer par A plus B pourquoi. Ça, je trouve ça magique et si je pouvais le faire, je pense que je le ferais. Moi, j'essaie d'en disséminer un petit peu sur LinkedIn de temps en temps, mais même dans mes posts LinkedIn, on voit des fois à quel point ça me touche et à quel point, c'est normal qu'on soit énervé de ce genre de choses. Bien sûr. Je vous conseille tous d'aller voir ce qu'elle fait et d'aller écouter son podcast. Et aussi aller voir le travail de Grass League et son duo, elles font des super trucs ensemble. Rocaille vient de sortir un documentaire il y a pas longtemps sur ce que signifie être parisienne et comment les femmes noires pouvaient s'exclure de cette catégorie parce qu'elles avaient pas l'impression de ressembler à la parisienne classique. C'était trop bien. Allez voir ce que fait Rocaille. Moi, j'irai voir en tout cas. J'irai voir. Merci pour ce nom, du coup. Pour finir, j'aimerais savoir quel message t'aimerais donner aujourd'hui aux femmes d'aujourd'hui, comme les femmes de demain, et également pour les hommes. Du coup, je pense que je vais faire un message groupé pour les deux, parce que je pense que l'envie et l'intention est la même, c'est-à-dire que effectivement, tout le monde peut être féministe, tout le monde peut être un super bon allié, quelles que soient les causes. D'ailleurs, toutes les causes se rejoignent. Donc, si vous êtes bienveillant envers une cause, essayez de l'être envers les autres et essayez de vous documenter, essayez de poser des questions. Je sais que c'est dur parce que moi aussi je le fais et remettre en question tout ce qu'on a cru durant toute sa vie, c'est compliqué. Et je le fais encore aujourd'hui et parfois je suis juste fatiguée de le faire. Mais en fait, c'est en se documentant tous les jours, en écoutant des podcasts, en allant voir des conférences, en regardant un film, en se demandant si les livres qu'on lit tous les jours, est-ce qu'ils ont été écrits tous par des hommes et si c'est le cas, est-ce qu'on changerait pas un peu? C'est en se posant des questions qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes et qu'on fait un pas en avant pour les résoudre. Donc documentez-vous et si vous avez la flemme, suivez-moi juste sur LinkedIn, moi j'en parle souvent. C'est vrai, je vous conseille à tous de suivre Lavinia sur LinkedIn. C'est gentil. Merci beaucoup Lavinia d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de me les avoir posées. Et je vous dis à bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode de Cactus.